Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde sait que le sport c'est génial. C'est une belle activité, saine, utile et parfois excitante. Et même si vous n'avez jamais été spécialement un fan de sport, vous avez certainement entendu parler de performances remarquables réalisées par certains sportifs de haut niveau. Cependant, ces derniers ne se comportent pas tous de manière honnête et parfois pour gagner une médaille d'or, une coupe, de l'argent ou simplement la célébrité, ils peuvent faire des choses en totale contradiction avec les valeurs qu'ils sont censés porter. Aujourd'hui, nous allons parler des cas les plus étonnants et les plus audacieux de la fraude sportive. Voici 10 sportifs qui furent surpris en train de tricher. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre deuxième chaîne Eureka, où l'on poste des vidéos tous les jours à 17h15 heure française. Vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas aussi de mettre un like ci-dessous et de vous abonner aux deux chaînes pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Sergio Motsoneng. Lors de la 90e édition de l'ultramarathon du Comrades Marathon d'Afrique en 1999, il était nécessaire de terminer parmi les 10 premiers pour recevoir une forte récompense pécuniaire. Sergio Motsoneng y arriva sans problème, terminant 9e sur 23 000 participants. Il était fou de joie et prêt à obtenir son argent, seulement son bonheur fut de courte durée. En regardant la rediffusion de l'événement, les juges remarquèrent que Sergio avait à plusieurs reprises quitté la course pendant un bref moment. Vous vous demandez sans doute quel problème il peut y avoir avec cela. Le coureur avait peut-être besoin d'aller aux toilettes. Bon, c'est possible, vu qu'il est demandé aux participants de courir 90 km. Mais comment expliquer qu'à chaque fois que Sergio retournait à la course, sa montre cardio passait d'une main à l'autre? Les juges trouvèrent cela très étrange et menèrent une enquête qui confirma la fraude. Il s'avéra qu'à la place de Sergio, une partie du marathon était courue par Figa, son frère jumeau. À plusieurs reprises, les garçons se remplaçaient tout au long de la course, et pendant que son frère courait, le deuxième le rejoignait à vélo. Les deux athlètes rusés furent disqualifiés pendant 11 ans, mais le tricheur ne changea pas. En 2010, il revint sur les pistes et fut de nouveau disqualifié. Comme quoi, tout le monde n'apprend pas de ses erreurs. Mais ça, c'est une autre histoire. L'équipe paralympique d'Espagne. Les athlètes paralympiques sont classés en fonction de leur handicap. Certains sports ne peuvent être pratiqués seulement par des sportifs étant en fauteuil roulant ou ayant un handicap mental. C'est le cas du basket. Cela nous amène à un des plus grands scandales du sport. L'équipe d'Espagne de basket aux Jeux paralympiques de 2000. Lors de l'édition des Jeux paralympiques de 2000, l'équipe nationale d'Espagne est devenue championne paralympique de basket juste l'espace de quelques semaines. Nous sommes à Sydney, en octobre 2000. L'équipe d'Espagne de basket vient de remporter tous ses matchs. En finale, elle affronte l'équipe redoutable de la Russie, considérée comme une des meilleures du monde. L'équipe des Espagnols remporte le match 87-63. La bannière espagnole est brandie, les joueurs sont heureux. Marca, quotidien sportif espagnol, publie alors la photo des vainqueurs. Seul problème, certains lecteurs ont reconnu des joueurs et ils ont assuré que la plupart n'étaient pas handicapés. Après enquête, le comité paralympique a découvert que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'étaient pas handicapés du tout. Pour être qualifié comme handicapé mental, selon le comité paralympique, il fallait avoir un QI de moins de 70. Certes, 2 personnes avec un QI de moins de 70 se trouvaient bien dans la sélection espagnole, mais elles ne furent pratiquement pas sollicitées sur le terrain. Fait anecdotique, alors que l'Espagne écrasait la Chine de 30 points lors d'un match de poule, l'entraîneur de l'Espagne a déclaré pendant un temps mort « Les gars, baissez le rythme ou ils vont vraiment se demander si vous êtes handicapé ». Suite à ce scandale, l'Espagne a vu sa médaille retirée. Les dirigeants du comité paralympique d'Espagne démissionnèrent. L'équipe nationale fut disqualifiée et ce sont les joueurs de basketball de l'équipe nationale russe qui remportèrent le match lors des Jeux paralympiques de Sydney 2000. Les handicapés mentaux n'ont plus eu le droit de participer aux Olympiades paralympiques. Le comité international paralympique ayant déclaré qu'il était trop difficile de détecter un handicap comme celui-ci jusqu'aux Jeux de Londres en 2012. Preuve que la bêtise des uns fait le malheur des autres. Rosie Ruiz. Imaginez qu'une athlète inconnue arrive dans la ville et remporte, contre toute attente, le marathon, avec en prime l'un des meilleurs résultats féminins de l'histoire du marathon de tous les temps. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une personne talentueuse, qui jusqu'à présent était restée cachée. Eh bien non, Rosie Ruiz a couru le marathon de Boston avec le temps record de 2h31 minutes et 56 secondes, et à la ligne d'arrivée, elle avait l'air très en forme pour quelqu'un qui venait de parcourir une si grande distance. De plus, elle apparaissait vaguement dans les détails du parcours et ni les juges, ni les autres coureurs ne se souvenaient d'elle parmi les leaders. Un peu étrange, n'est-ce pas? Tout devint clair grâce à 2 témoins qui déclarèrent que Ruiz était sortie de derrière la foule pour rejoindre la course à seulement 1 km de la ligne d'arrivée.
D'autres se souvinrent avoir vu la coureuse dans le métro, moyen qui l'aida à parcourir la majeure partie du marathon. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée quand on n'a pas de sœur jumelle. Toujours est-il que Rosie fut logiquement disqualifiée. Maintenant, les organisateurs de marathon utilisent des puces contenant des transpondeurs miniatures pour suivre les coureurs. Les tricheurs peuvent remercier Madame Ruiz. Tonya Harding. Grâce au film Moi, Tonya, de nombreuses personnes connaissent aujourd'hui cette figure du patinage qui fut l'une des sportives américaines les plus célèbres. Tonya fut la première à accomplir avec brio un triple axel dans un programme court et à effectuer aussi 2 triple axels lors d'une compétition. C'est ainsi qu'elle put triompher lors des championnats des États-Unis de 1991. Cependant, c'est pour des faits beaucoup moins louables qu'elle devint encore plus célèbre. Son nom est malheureusement devenu reconnu pour l'incident qui se produisit avec Nancy Kerrigan, sa rivale sur la glace. Pour mettre son adversaire hors d'état de rivaliser avec elle, Tonya conclut un marché avec son mari et son ami pour que ce dernier attaque Nancy alors qu'elle allait se reposer après l'entraînement. En raison de sa blessure grave, la patineuse artistique ne put participer aux championnats des États-Unis en 1994, qui furent remportés, sans surprise, par Tonya Harding. Cependant, Nancy, à force de travail, se rétablit suffisamment rapidement pour pouvoir s'envoler vers les Jeux Olympiques de 1994 à Lillehammer, en Norvège. Là, Tonya Harding décrocha seulement la 8e place, tandis que sa rivale remporta la médaille d'argent. La Fédération de patinage artistique des États-Unis mena alors une enquête et prouva l'implication de Tonya dans cette attaque. Elle fut donc disqualifiée à vie et condamnée à payer une amende de 160 000 $. Impensable ce que le désir de victoire peut amener à faire. Boris Onyshenko. Avant de disputer les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, le spécialiste du pentathlon moderne, Boris Onyshenko, possède déjà un palmarès des plus conséquents. Champion du monde en 1971, médaillé d'argent en individuel et d'or par équipe aux Jeux de Munich en 1972. L'Ukrainien qui défend les couleurs soviétiques se présente donc au Canada en grand favori. Lors du concours par équipe, l'URSS se classe 4e après la première des 5 épreuves du pentathlon. Vient alors l'escrime, spécialité de Onyshenko. À l'épée, une touche est déclarée valable par la table de marque électronique quand une pression de 750 bars est exercée sur la pointe de l'arme. Or, durant l'assaut, Jim Fox, le capitaine de la Grande-Bretagne, s'étonne. L'épée du soviétique a fait s'allumer la table de marque alors que le britannique n'a senti aucune touche sur son corps. Pire encore, quelques instants plus tard, le voyant s'allume alors que Onyshenko a le bras en l'air, l'épée pointée vers le plafond, à bonne distance de son adversaire. L'équipe anglaise porte réclamation. L'arbitre confisque l'arme et la confie au directoire technique chargé d'examiner la validité des épées et de leur système électrique. On découvre alors, sous le grip de la poignée, un système discret, équivalent à un interrupteur qui déclenche la lampe de l'arbitrage. Onyshenko est immédiatement exclu de la compétition et l'Union soviétique éliminée de l'épreuve par équipe. Les autres pentathlètes russes sont eux autorisés à participer à l'épreuve individuelle. À Montréal, on n'arrive pas à croire que le soviétique a eu recours à ce trucage. Ce grand champion n'avait pas besoin de tricher pour gagner, et s'il l'avait fait, il n'aurait pas dû aussi mal le faire. Il avait la pointe de l'épée en l'air, très loin de son adversaire. Il a activé la gâchette vraiment au mauvais moment, sans doute sans le savoir. S'il avait vraiment voulu tricher, on ne s'en serait pas rendu compte de cette façon, a livré récemment Karl Schwend, membre du directoire technique de la compétition à l'époque à Radio-Canada. Et oui, le plus ironique, c'est qu'il était archi favori et qu'il n'avait pas besoin de tricher pour gagner. Roberto Rojas. Qu'est-ce que les joueurs ne feraient pas pour aider leur équipe ? Voici un étrange cas de sacrifice qui arriva en septembre 1989 lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe du Chili perdait 0-1 contre l'équipe du Brésil. Il restait 25 minutes avant le coup de sifflet final quand tout à coup, une fusée éclairante fut jetée depuis la tribune des supporters du Brésil et atterrit sur le terrain à côté du gardien chilien Roberto Rojas. Le footballeur s'écroula immédiatement sur la pelouse en se tenant la tête et ses coéquipiers se précipitèrent vers lui. Résultat, Rojas fut sorti du terrain avec des coupures profondes sur le visage et le capitaine de l'équipe du Chili annonça que son équipe ne reviendrait pas sur le terrain pour cause de sécurité insuffisante. Il devait logiquement s'ensuivre que les Chiliens obtiennent une victoire technique et arrivent directement à la Coupe du Monde. Cependant, après avoir vu la rediffusion, les arbitres commencèrent à douter de l'honnêteté de Rojas. Plus tard, on découvrit que le goal s'était infligé lui-même ses coupures avec un scalpel qu'il avait caché dans son gant.
Pour avoir feint une blessure grave, la FIFA accorda au Brésil la victoire technique 2-0 lors du match. Royas fut suspendu à vie et l'équipe nationale du Chili fut interdite de participer à la Coupe du Monde de 1994. Cependant, en 2001, et après les excuses de Royas, la FIFA retira la sanction de celui-ci. De nos jours, il travaille comme entraîneur de gardien de but dans l'équipe brésilienne Sport Club do Recife, en espérant qu'il ne les forme pas aussi à la chirurgie faciale. Les participantes au tournoi olympique de badminton. L'une des principales règles dans le sport professionnel est certainement de se donner à 100%. Autant dire que la plupart des sportifs consacrent carrément leur vie à établir des records et à gagner des médailles. Personne ne s'investit à moitié, ou pas. Pendant le tournoi olympique de badminton à Londres en 2012, 4 paires de joueuses décidèrent tout à coup de se reposer un peu. Le fait est qu'après le tirage au sort, de nombreux doubles déjà qualifiés pour les phases suivantes estimèrent pouvoir ne pas se donner à fond et ainsi se dégager un tableau de quart de finale plus facile. Résultat, les athlètes jouèrent à moitié et malgré les huées des spectateurs indignés et les rappels à l'ordre de la part de l'arbitre, elles ne s'investirent pas plus dans le match. Par la suite, les juges les ridiculisèrent et finalement elles furent disqualifiées, accusées d'un manque évident d'envie de se battre pour la victoire dans un match, ce qui est offensant, néfaste et totalement contraire aux principes du sport. Pensez-vous que cette décision soit juste ou que les juges ont eu raison de sanctionner un tel comportement ? Quels tricheurs vous ont le plus surpris par leur ingéniosité ou leur aplomb? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.